Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Depuis plus d'un demi-siècle, vous avez écrit et réalisé d'innombrables films à succès pour le grand et le petit écran, sans jamais faire le moindre cinéma. Homme de l'ombre, vous n'avez pas choisi de prendre votre retraite au soleil. À 4 fois 20 ans, vous publiez votre premier roman. Bonjour Bernard Stora. Bonjour Jacques Pessis. Alors vous publiez un roman qui s'appelle Le Bada chez De Noël, dont on va parler tout à l'heure, mais vous avez un parcours d'homme de l'ombre tout à fait atypique et on vous doit beaucoup de succès au cinéma, à la télévision. Et le principe des clés d'une vie, cette saison comme les saisons précédentes, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 2 février 1983. Je crois que c'est votre première télé à l'image. Écoutez. Cinéma, une émission où 3 camarades évoquent le temps de l'IDEC, c'est-à-dire qu'il y a Jean-Patrick Lebel, Claude Miller et vous-même. Vous vous souvenez de cette émission ? Je m'en souviens très bien, oui. Et je m'en souviens d'autant plus que l'émission a été réalisée, l'intervieweur était un grand ami de... C'est lui qui m'a permis de faire du cinéma, ou en tout cas qui m'a amené au cinéma, qui s'appelle Gérard Guégan. Oui. Voilà. Et il se trouve qu'effectivement, vous êtes à l'époque élève de l'IDEC, vous n'avez pas encore fait vos premiers films de cinéma, mais il y a quand même un premier film que vous avez fait à l'époque, qui s'appelle Rosette, dont on voit un extrait dans cette émission. Oui. C'était quoi ça ? Rosette, c'était une... Vous savez, on tournait à l'IDEC à cette époque, c'était pas du tout l'école de maintenant, la FEMIS. Les moyens étaient relativement réduits. On tournait en fin d'année, de deuxième année, de dernière année, on tournait un film de 3 minutes. Alors en 3 minutes, c'est pas... Mais c'était tellement important pour nous, on passait l'année à préparer ce film, à préparer le scénario, bon voilà. Alors quand je l'ai revu 10 ou 20 ans plus tard, évidemment ça m'a fait un drôle d'effet. Dire que je l'ai trouvé extraordinaire, ce serait mentir, mais enfin bon, c'était une petite histoire qui me tenait à cœur à l'époque. Alors il se trouve qu'à l'époque, vous vous demandez, Bernard Stora, dans cette émission, si vous allez pouvoir vivre du métier de scénariste et de réalisateur au cinéma. Oui, un petit peu, encore que, si vous voulez, peut-être que ma force, c'est, j'ai jamais douté que ce serait mon métier. À l'IDEC, à l'époque, là, c'était paradoxal, on ne cessait de nous répéter « Oh là là, faites attention, vous ne ferez jamais de cinéma ». Alors ça voulait dire qu'on ferait peut-être, avec beaucoup de chance, de la télévision, qui était du sous-cinéma, dans l'esprit de la direction de l'école, mais le cinéma, il fallait pas y compter. Et je me rends compte maintenant que, au fond, j'ai jamais attaché beaucoup d'importance à ça. J'étais persuadé que je ferais des films. Et en plus, au départ, dans vos très jeunes années à Marseille, la passion familiale, c'était plutôt le théâtre grâce à votre père. Tout à fait. Mon père, là, ça a été une grande aventure dans sa vie, brève mais grande, dans les années 30, avec des amis qui sont devenus célèbres par la suite, en particulier André Roussin, dont on reparle beaucoup aujourd'hui. Et Louis Ducreux. Louis Ducreux, qui a fait beaucoup de choses, qui a fait du théâtre, qui a fait des chansons, des très jolies chansons. Vous vous souvenez de La Rue s'allume, par exemple, qui était une très jolie chanson. Et puis, qui a dirigé des opéras. Bon. Et qui était d'ailleurs le fils de la famille qui a fait le Picon. Mais tout à fait. Et il se trouve que votre père a fait partie de cette compagnie, c'était des jeunes étudiants marseillais, qui a été la première compagnie décentralisée, la compagnie du Rideau Gris. Voilà, c'était très important, ça a été très important à Marseille. Et mon père s'est souvenu toute sa vie de cette période, et je crois il aurait énormément voulu faire du théâtre, suivre ses amis qui sont allés à Paris, mais il avait une famille, il avait des enfants jeunes, et finalement il n'a pas pu suivre cette voie. Donc ça a été à la fois sa chance, son bonheur, et je pense le regret de sa vie. Alors vous suivez des études normales à Marseille, je crois au lycée Saint-Charles, où d'ailleurs Georges Pompidou a enseigné à ses débuts, je crois, et Marcel Pagnol a été répétiteur d'anglais. Et à l'époque, déjà votre passion c'est le cinéma, Bernard Stora. Oui, c'est-à-dire que j'ai rencontré sur les bancs de l'école, du lycée, un garçon qui s'appelait Jean-Pierre Leonardini, qui a été par la suite critique de théâtre et à l'Humanité à Paris, très bon critique de théâtre d'ailleurs. Et lui m'a amené à tout un groupe d'amis, parmi lesquels Gérard Guégan, justement, qui étaient des fous, des passionnés de cinéma. Et donc, nous avons fréquenté ce qui était la seule manière de voir des films en version originale à l'époque, les ciné-clubs. Il n'y avait pas de cinéma à Marseille. Tous les cinémas projetaient des versions françaises, par exemple. Et on avait très peu l'occasion de voir des classiques du cinéma. Vous avez même, je crois, avec Gérard Guégan,
Bernard Stora participait à une revue qui s'appelait Subjectif. Je crois qu'il y a eu un seul numéro, 20 pages renéotées, qui est aujourd'hui en vente, je crois, sur Internet pour $170, ce numéro. Ah bah dites donc, voyez, ça a fini par marcher finalement. Qu'est-ce que c'était que cette revue? C'est une Subjectif, c'était une revue poétique qui a à un moment donné hébergé en effet notre toute jeune revue, qui par la suite a pris son autonomie, et il y a eu 5 numéros quand même. Oui. Ça s'appelait Contre-champ. Oui, c'est la suite, Contre-champ. Voilà, c'est la suite. Mais c'est les anti-cahiers du cinéma. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, on parle aussi bien du cinéma intellectuel que d'Hitchcock ou d'autres. Tout à fait. L'idée était justement qu'il n'y avait pas de rupture entre le cinéma d'auteur et le cinéma grand public, et qu'il ne fallait pas être sectaire dans ce domaine. C'était un peu l'idée. C'est assez rare à l'époque, parce qu'il y avait un côté intellectuel nouvelle vague qui était très poussé. Voilà, il y avait un côté justement de lutte au couteau entre des tendances du cinéma opposées. Bon, ça restait très gentil par rapport à l'agressivité actuelle, hein. Je trouve. Oui, mais vous parlez de Roger Vadim, c'est presque un crime à l'époque pour les intellectuels du cinéma, Bernard Stora. Tout à fait. C'est vrai qu'on avait été fasciné par Et Dieu créa la femme, et les premiers films de Vadim. Sait-on jamais, par exemple, avec la musique du Modern Jazz Quartet. Et pour nous, ça représentait quelque chose de moderne, de la modernité qui commençait à éclore dans ces années 60, à la fin des années 50, au début des années 60. Et c'est vrai que la revue Subjectif, finalement, c'est l'anti-cahier du cinéma. Mais quand on voit le prix sur Internet aujourd'hui, quand on prend le numéro 103 des cahiers du cinéma, on l'a quand même pour 6,50 €. Donc il y a une différence. Vous voyez, ils sont battus à plat de couture. Alors finalement, il y a aussi le cinéma hollywoodien qui vous fascine à l'époque, Bernard Stora. Oui, alors, si vous voulez, vous avez tout à fait raison de le dire, c'est-à-dire que le cinéma, l'aspect spectacle a toujours été important dans mon admiration et mon plaisir de voir des films. Et en vérité, quand je me suis orienté vers le cinéma, je crois que je me suis avant tout aventuré dans le monde du spectacle. C'est ça qui me fascinait, qui me donnait envie d'en être absolument. Donc, l'IDEC dont on a parlé, il faut encore y rentrer. Et vous quittez Marseille pour Paris, Bernard Stora, et à l'époque c'est une aventure. Et vous entrez au lycée Voltaire, où il y a une préparation à l'IDEC, ce qui est assez rare aujourd'hui. Oui, il y a une préparation à l'IDEC, et moi je n'ai pas encore 18 ans. Donc j'explique à mes parents que je veux faire l'IDEC. Il y avait un côté rassurant, si vous voulez, dans la mesure où c'était c'était censé être une grande école. Voilà. Et puis, mon père avait cet attachement pour le spectacle, et finalement, je pense qu'il a été assez content que je m'oriente à mon tour dans cette direction. Donc, je suis parti très jeune. Je suis parti juste après le bac. Je n'avais pas 18 ans. Et donc, au lycée Voltaire, il y a un personnage qui est le professeur, qui s'appelle Henri Hagel. Alors ça, c'est un homme merveilleux. C'est vraiment un homme... Je pense que tous les gens qui sont passés par son enseignement en gardent c'était un maître au sens ancien du terme. C'est quelqu'un qui avait une culture absolument prodigieuse, qui était d'une grande tolérance et qui accompagnait vraiment chaque étudiant qui essayait de trouver ce qu'il avait en lui de personnel et de l'amener à cultiver ce qu'il avait de spécial. Oui, parmi ses élèves, il y a eu Alain Corneau, Jacques Doyon, Yves Boisset, Claude Miller. Et d'ailleurs, je crois que c'est là que vous avez rencontré Claude Miller. Voilà, je suis arrivé provincial, et à cette époque, provincial, ça voulait vraiment dire ce que ça voulait dire. Il y avait une majorité de Parisiens. Et je ne sais pourquoi, ce sont les affinités amicales à cet âge qui a fait que je me suis tout de suite attaché à Claude Miller, qui était très différent de moi, à beaucoup de points de vue, d'origine différente, et qui était alors lui vraiment un fou de cinéma depuis tout jeune. Donc, vous avez, Bernard Stora, votre diplôme en 1964, et ensuite, les stages commencent, et le premier va pas être simple, et le titre correspond à ce que vous avez vécu, c'est L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot. Oui, c'est une aventure vraiment fascinante. Henri-Georges Clouzot, je ne sais pas si on réalise aujourd'hui ce que pouvait être un personnage comme ça. C'était vraiment une vedette. C'était un peu comme Hitchcock, la publicité des films était faite sur le metteur en scène, beaucoup plus que sur les acteurs. Et Clouzot, c'était un personnage extrêmement important,
est réputé pour être absolument redoutable et faire peur à ses équipes. Voilà. Donc, c'était pas tout à fait mon premier stage, ça a été le second en vérité. Le premier était beaucoup plus tranquille. Je peux vous parler du premier, oui, bien sûr. parce que c'est amusant, ça s'appelait Patate, ça vous rappelle quelque Bien chose? sûr, c'est l'adaptation du film de la pièce de Marcel Achard en cinéma, avec Sylvie Vartan qui débutait. Mais tout à fait, et puis avec Jean Marais, avec Daniel Darieux, avec Pierre Dux, donc avec des personnages. C'était un film du cinéma français important par son budget, si vous voulez, mais très tranquille. Et quand j'ai débarqué sur le plateau de l'Enfer, ça a été une toute autre affaire. Oui, parce que je crois que le film n'est jamais sorti, il ne s'est jamais terminé. Le film s'est arrêté très vite, au bout de moins d'un mois de tournage, parce que Clouzot a eu une crise cardiaque et que donc il n'a pas pu terminer ce film, qui était avec Romy Schneider, qui était avec des gens magnifiques, et qui aurait pu être une chose très étonnante sur le plan plastique, parce qu'il comportait beaucoup de recherches formelles auxquelles Clouzot s'intéressait à l'époque. Et ça ne vous a pas empêché de continuer. On va en parler avec une autre date, le 11 mai 1983. A tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Stora. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Stora. Nous parlerons tout à l'heure de votre premier roman, Le Bada, chez De Noël. Mais nous évoquons votre parcours de cinéaste parce que la télévision et le cinéma vous doivent beaucoup de scénarios, même si vous avez travaillé dans l'ombre. Il est temps d'en parler aujourd'hui. Alors, on a évoqué vos débuts, effectivement, à l'IDEC. Et il y a une date importante dans votre carrière, c'est le 11 mai 1983. Bernard Stora, la sortie de ce film. Le jeune marié, qui est votre premier film comme réalisateur, je crois. Oui, c'est mon premier film. Et c'est l'itinéraire sentimental d'un jeune ouvrier avec Richard Berry. Voilà, et c'est Alain Delon qui m'a permis de le faire. Comment ça se fait? Eh bien, ça se fait que j'avais travaillé quand j'étais assistant plusieurs fois avec Alain Delon. La première fois sur le film d'Henri Verneuil, Le Clan des Siciliens. On va en parler. Et puis après, sur le film de Jean-Pierre Melville, Le Cercle Rouge. On va en parler aussi. Et donc, comme Delon n'a qu'une parole, il a dit « je vais vous aider ». Alors, ça s'est passé plus tard. Ça s'est passé 10 ans plus tard, où il m'a demandé d'être conseiller technique pour les 2 films qu'il a réalisés. Conseiller technique, en réalité, si vous voulez, il était parfaitement capable de faire un film. Il n'avait pas besoin vraiment d'une béquille technique que je pouvais représenter. Mais enfin bon, c'était les règlements de l'époque qui faisaient que lorsqu'on faisait un premier film, on avait besoin d'un conseiller technique. Et en effet, nous entendions très bien. Il m'a demandé ce que je préparais, ce que je faisais. Je lui ai dit, j'ai écrit un scénario. Ah bon, est-ce que je peux le lire? Il l'a lu. Il a dit, bah écoutez, pourquoi on le produirait pas? Donc, il a demandé à l'intervention de le produire avec lui. Et voilà comment s'est fait mon premier film. Moi, je ne connais personne, à part Delon, qui ait un tel respect de la parole donnée. Il n'y a jamais eu un contrat signé. C'est bon quand on se serre la main. Vous avez tout à fait raison. C'est un homme qui a de grandes qualités, méconnues, je dirais. Un peu trop méconnues. Alors, il se trouve que vous avez aussi appris votre métier en assistant plusieurs metteurs en scène. On a bien sûr parlé de Patate, mais vous avez touché à tous les genres, Bernard Stora. Vous avez notamment travaillé avec Jean Eustache dans Le Père Noël et les yeux bleus, qui était un hommage à Charles Trenet. Mais tout à fait, écoutez, oui, tout à fait. Jean Eustache est un souvenir merveilleux. Je terminais mon service militaire, voyez-vous, donc et là, par l'intermédiaire d'un ami qui était son opérateur, j'ai appris que Jean Eustache cherchait un assistant, et donc voilà, je suis allé le voir, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes bien entendus, et j'ai fait ce film qui reste pour moi un souvenir tout à fait exceptionnel, avec un homme très étrange, très, très passionnant, que j'ai beaucoup aimé. Et paradoxalement, Jean Eustache, c'est quand même le cinéma intello. À côté de ça, donc le Clan des Siciliens d'Henri Verneuil, film avec quand même Gabin, Delon et Ventura, ce Clan des Siciliens, vous êtes aussi assistant metteur en scène. Oui, parce que je suis rentré très vite dans un circuit, peut-être à cause justement des films que j'avais fait tout au début comme stagiaire,
dont nous avons parlé, je suis rentré dans un circuit de ce qu'on appelait les gros films, les films avec des grosses équipes, des budgets importants, voilà. Et donc le film d'Henri Verneuil, Le Clandestin, faisait partie de cette série de films. Et je me suis un peu abonné à ce type de cinéma en tant qu'assistant. Quand on voit Gabin, Ventura et Delon sur le même plateau, quand on est jeune, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant et surtout, je me dis que je suis exactement où je voulais être, c'est-à-dire dans le spectacle, dans le mythe, dans quelque chose où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de fièvre, où il y a voilà. J'ai été très passionné par ce genre d'expérience. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que ces trois monstres sacrés se sont respectés, ce qu'on ne peut pas imaginer a priori. Alors, vous savez, ils se sont respectés pour une raison très simple, c'est qu'il y avait un pacha, il y avait Gabin. Oui. Donc voilà, en face de Gabin, personne ne bouge, personne ne remue une oreille. Donc il y a le respect pour le parrain. Et voilà, j'ai vécu la même chose par la suite avec Belmondo. C'était des gens, tout le monde respectait le parrain. Alors, il se trouve que dans ce film, le tournage démarre par l'avion détourné sur une autoroute américaine. Le plus difficile, c'était de trouver un avion, une compagnie. Toutes les compagnies ont refusé pour leur image, sauf UTA qui a accepté à condition qu'on ne cite pas la marque dans le film. Tout à fait. Et nous avons tourné l'atterrissage sur l'autoroute, sur l'aérodrome, qui était en partie, je crois, un aérodrome militaire à Châteauroux. Oui. Et le décorateur, le chef décorateur, Jacques Saunier, avait reconstitué une autoroute, une fausse autoroute en construction sur cette piste d'aéroport. Alors, il se trouve qu'il y a aussi un film culte, c'est Le Cercle Rouge, qui est l'avant-dernier film de Bourvil. Vous avez aussi été assistant metteur en scène de ce film, Bernard Stora. Oui, j'avais déjà connu Bourvil sur un film d'un metteur en scène un peu oublié aujourd'hui, mais qui avait du succès à l'époque, qui s'appelait Alex Joffé. Les Cracks. Voilà, Les Cracks avec Robert Hirsch et Bourvil. Donc j'avais rencontré cet homme fascinant, merveilleux, très, très gentil, très doux, très, très drôle, toujours prêt à rire, qui était Bourvil et que j'ai retrouvé 3 ans plus tard, très affaibli, très malade déjà, sur le film de Jean-Pierre Melville. Il le cachait complètement. Il avait été opéré d'un kyste à l'oreille et on s'est aperçu que c'était beaucoup plus grave. Après une chute, justement, dans le film Les Cracks, où on l'avait un petit peu ausculté, et il ne disait rien. Il cachait sa maladie. Il cachait sa maladie, il avait un très grand courage, on voyait qu'il souffrait, puis qu'il était très fatigué. Même il lui arrivait très souvent de rester sur le plateau pendant la préparation des prises pour pas avoir à remonter dans sa loge, vous voyez, pour se déplacer le moins possible et rester tranquillement. Il était très impressionnant. Et il y a une image à la fin du film où il éclate de rire, qui est une image culte. Vous l'avez vécu, ça, Bernard Stora ? Évidemment, je l'ai vécu. Évidemment, je l'ai vécu. C'était très étonnant parce que, vous savez, premièrement, les tournages, c'était un peu comme avec Clouzot, dont je vous parlais tout à l'heure. Les tournages de Melville, c'était pas une partie de plaisir. C'était un homme qui était très impressionnant. Une certaine terreur, je dirais, régnait sur le plateau. Et personne ne se permettait de demander quoi que ce soit à Melville et Bourvil, qui était très modeste, encore moins qu'un autre. Et à la fin d'une prise, qui est l'un des derniers plans du film, on entend la petite voix de Bourvil qui dit « Monsieur Melville, s'il vous plaît, je voudrais bien en refaire une. » Melville était sidéré, il dit « mais bien sûr, Monsieur Bourvil. » Il appelait toujours Monsieur, d'ailleurs, il appelait tout le monde Monsieur. Bien sûr, Monsieur Bourvil, bien sûr, refaisons une prise, mettez le travelling au départ. Donc on met le travelling au départ, c'est un très long travelling qui accompagnait Bourvil, le directeur de la police, de l'IGS, avec un assez long dialogue. Et donc la prise partait, moteur partait, la prise démarre, et l'IGS dit « Oui, Monsieur Mattei, qui était le nom de Bourvil, du rôle de Bourvil dans le film, Monsieur Mattei, tous les hommes sont coupables, tous les hommes. »
Et Bourvil répond oui, monsieur, mais il ne faut pas oublier la tacatique du gendarme. Et il se met à chanter et à rire comme un fou. Et Melville était stupéfait, mais Melville aimait rire, contrairement aux apparences. Et évidemment, ça s'est terminé dans un immense éclat de rire et des applaudissements. C'était si touchant de voir cet homme fatigué, dont on pressentait que peut-être il n'avait plus pour très très longtemps, vous voyez, c'était émouvant. Et de le voir chanter et rire, c'était une chose très 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 impressionnante. Et un autre film culte auquel vous avez participé, vous allez reconnaître la musique. Rabbi Jacob, la danse de Rabbi Jacob, là vous en êtes aussi le témoin, Bernard Stora. Oui, j'en suis le témoin et vous savez, à chaque fois qu'on m'en parle, et on m'en parle souvent bien sûr, parce que c'est demeuré une séquence qui plaît à toutes les générations. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Ce film a été tourné il y a combien, 50 ans maintenant ? Oui. Vous vous rendez compte ? Et les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants des petits-enfants, enfin bon. Et alors on se dit, mais cette danse, ça a dû être tellement difficile de faire ça. Mais non, ça n'a pas été difficile du tout, parce que De Funès l'avait répété, l'avait conçu dans ses moindres détails, il l'avait répété presque en secret. Chez Cosma, pendant un mois. Pas chez Cosma, chez le Iliane, qui était l'animateur d'un groupe de musique juive et qui est à l'origine de cette affaire en fait. Et c'est lui qui entraînait avec son groupe folklorique De Funès. Et ce qui est très étonnant, c'est que la prise qu'on voit dans le film, il y a eu 2 prises. C'est la première prise, elle a été tournée en l'espace de le temps de la prise, c'est-à-dire le temps de la danse, c'est-à-dire peut-être 1 minute 30 ou quelque chose comme ça, vous voyez, sans reprise, sans rien. Et tous les gens qui ont assisté à la scène, l'équipe, mais aussi tous les figurants, ils étaient nombreux, étaient sidérés, quoi. Et les applaudissements, ce sont des applaudissements réel, c'est-à-dire tout le monde avait envie d'applaudir la performance de Funès. On va continuer à parler de votre carrière avec vos propres histoires et une autre date, le 16 septembre 2000. A tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Stora. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Stora. Nous parlerons tout à l'heure de votre premier roman, Le Bada, chez De Noël. Votre nom, on le connaît parce qu'on l'a vu dans multiples génériques. Votre vie, on la découvre petit à petit dans ces clés d'une vie. Et quand je parle du 16 septembre 2000, c'est une date importante parce que vous recevez un prix à Saint-Tropez pour un téléfilm de François Martouret, le prix du meilleur scénariste et dialoguiste que vous partagez avec un auteur québécois, Pierre Billon. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça s'appelle Mémoire en fuite. Tout à fait, vous me le rappelez, c'est un très bon souvenir, oui. D'abord, j'aime beaucoup François Martouret, son sujet était tout à fait intéressant et j'avais pris beaucoup de plaisir à écrire cette histoire. Alors, c'est une histoire en plus dont on parlait pas beaucoup à l'époque, l'attitude d'un homme pendant la guerre avec les Juifs, c'était pas aussi commun qu'aujourd'hui, et la maladie d'Alzheimer qu'on n'évoquait pas non plus. Tout à fait, Geneviève Page était... Oui, tout à fait, c'est ça. Oui. Vous avez toujours aimé avoir des sujets avant-gardistes, finalement? Oh, écoutez, c'est tombé comme ça. Peut-être que oui, quelquefois, je suis tombé sur des choses dont on a beaucoup parlé par la suite, oui. Alors, il se trouve qu'il y avait eu un film qui s'appelle N'oublie jamais, je ne sais pas si vous connaissez ce film, de Nick Casavette, qui est une grande leçon sur l'amour, qui est aussi une histoire sur la maladie d'Alzheimer, et qui est considéré aux États-Unis comme le film le plus fort sur ce sujet. Ah, mais alors, vous m'apprenez quelque chose, et je vais le chercher et le regarder. Et croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Alors, c'est votre première consécration officielle, ce prix à Saint-Tropez, Bernard Stora. Vous avez commencé des scénarios beaucoup plus tôt, et le premier, c'est celui adapté d'un fait divers dont on a beaucoup parlé, c'est Le Juge, c'est-à-dire le juge Michel qui avait été assassiné. Oui, c'est un film que j'ai fait avec un grand ami qui s'appelle Philippe Lefebvre, qui était très habile, un réalisateur extrêmement habile. Et nous avons fait ce film inspiré de ce personnage qui est assez formidable, un héros d'une certaine façon, le juge Michel, qui s'était juré de
combattre le grand banditisme à Marseille et qui en est mort. Voilà. Mais à l'époque, les films encore sur des sujets aussi proches, c'était pas si courant. Non, pas très courant. Et là, c'est vraiment Philippe Lefebvre qui avait le goût de ces sujets-là. Nous avons fait ensemble aussi un film pour la télévision qui s'appelle Pablo est mort, qui était aussi sur un sujet d'actualité d'un ex-terroriste qui réapparaissait au bout de plusieurs années d'exil. Et c'était intéressant, il avait ce sens du réel. Et justement, partir du réel pour la fiction, c'est même pas dangereux, il n'y a pas des menaces derrière en disant vous n'aviez pas à traiter ça, Bernard Stora? Alors j'aimerais bien vous dire oui, mais non. Ah, même pas. Non, j'ai pas eu de souci de ce côté-là. C'est tout à votre honneur et à votre bonheur. Et il y a un autre film aussi qui a beaucoup compté, et un film dont voici la bande originale. L'effronté de Claude Miller, qui marque les débuts de Charlotte Gainsbourg, dont on n'imaginait pas la carrière. Absolument. C'est un choix formidable de la part de Claude, miraculeux, je dirais. Cette jeune fille, très jeune fille, incarnait à merveille ce personnage dont il avait eu l'idée. Et oui, je pense qu'elle est pour beaucoup dans le succès du film. Elle, et puis le talent de réalisateur de Claude. Oui, il se trouve qu'à l'époque, elle sortait de l'enfance et elle avait eu quelques soucis dans l'enfance car elle habitait Cresseveuil, en Normandie, où Serge Gainsbourg et Jane Birkin avaient une maison. Et un jour, elle trouve qu'il n'y a pas assez de fleurs sur certaines tombes. Le cimetière était juste à côté. Elle a déplacé toutes les fleurs pour que tout le monde ait des fleurs sur la tombe. C'est mignon. Alors, vous travaillez effectivement avec Claude Miller, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment un travail commun. Votre travail commence à être commun avec d'autres réalisateurs. Oui, nous avons écrit le scénario avec Claude Miller, avec Luc Béraud et avec Annie Miller, la femme de Claude, qui a été très importante aussi dans cette affaire. Oui, en général, un scénariste travaillait avec plusieurs personnes pour la télévision, le cinéma, ce qui n'était pas si courant en France pendant quelques années. Non, pas très courant. Comment c'est venu? Comment c'est installé? C'est venu parce que nous étions amis et nous avions cette habitude de travailler chacun sur le scénario des autres. Par exemple, le scénario de mon premier film a été écrit avec Claude Miller, le scénario de mon second film avec Bernard Giraudot, Vent de panique, qui a été écrit avec Claude Miller et avec Luc Béraud. Vous voyez, donc on croisait un peu nos participations. Oui, ce qui était assez novateur à l'époque. Ce qui était pas très courant, vous avez raison. Parce qu'en général, aux États-Unis, il y a une équipe, on dirige 15 personnes et 15 scénaristes. En France... ça n'est pas l'habitude française. Et ça ne sera jamais, je pense. Ça commence un petit peu. Je sais pas. Écoutez, il y a cet aspect auteur en France qui est quelquefois un petit peu... qui empêche de faire des rencontres qui pourraient améliorer de beaucoup l'écriture des scénarios, à mon avis. Et puis, Vent de panique, effectivement, c'était un contre-emploi pour Bernard Giraudot, une comédie totalement loufoque. Totalement loufoque, et Bernard Giraudot, qui est un homme que j'ai beaucoup apprécié humainement et comme comédien, un comédien formidable, cette expérience je sais qu'il attachait beaucoup d'importance à ce film. Tout à coup, il a trouvé dans ce personnage burlesque une vérité, quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il avait fait des films d'action, des films... Bon, mais pas ce genre, et il s'y est trouvé très très heureux, et quand je revois le film, je suis émerveillé par sa prestation. Alors, il y a le cinéma et la télévision, Bernard Stora, et vous avez été un pionnier des scénarios télévisés à une époque où les vedettes du cinéma acceptaient quand même à peine de faire de la télévision. Alors, si vous voulez, moi, je n'ai et je continue à ne pas faire de différence entre le cinéma et la télévision. Pour moi, j'ai fait mes films de télévision avec passion. J'ai écrit tous les scénarios des films que j'ai réalisés pour la télévision. Et ce sont des films auxquels j'attache la même importance que mes films de cinéma, vous voyez. Et donc, en effet, ça me paraissait tout naturel. Par exemple, quand j'ai tourné mon premier film de télévision, L'Inconnu de Vienne, de faire appel à Marie-France Pizier, de faire appel à Richard Boringer, qui étaient des acteurs connus et importants. Quand j'ai tourné mon second film, qui s'appelait 6 crimes sans assassin, j'ai demandé à Jean-Pierre Mariel, j'ai demandé à Fabrice Lucchini. Ça m'a toujours paru tout à fait naturel de proposer des scénarios dont je pensais qu'ils étaient intéressants et bons, avec des beaux rôles, à des comédiens qui n'étaient pas pour moi des comédiens de télévision ou des comédiens qui n'avaient pas d'étiquette, vous voyez.
Mais là aussi, c'était novateur, puisque je me souviens de Daniel Gélin et Micheline Prel qui ont tourné Les Saintes Chéries en 65. C'était la première fois que des vedettes de cinéma acceptaient de faire de la télévision. Oui, c'était toujours un vrai problème, ça. Ah, mais si on fait de la télévision, on va être marqué télévision. Bon, mais ça a changé, ça a changé petit à petit. Alors, ça veut dire aussi un scénario beaucoup de travail. On n'imagine pas, ce sont des mois de travail, Bernard Storin. Oui, mais ce sont des mois de travail heureux, parce que moi, j'ai toujours aimé écrire. Ça m'intéressait de travailler les scénarios, de travailler l'écriture des scénarios, c'est-à-dire de leur donner une forme qui soit la plus évocatrice possible, vous voyez, parce qu'on ne peut pas proposer à un comédien. Il faut quand même qu'on arrive à les accrocher qu'on leur donne le sentiment d'une histoire possible, d'une histoire fascinante. Bon. Donc ça demande, oui, du travail, bien sûr, mais un travail formidable. Oui, mais ce sont des mois, le public ne sait pas, ce sont des mois d'écriture et de réécriture, on fait plusieurs versions. Alors, ce sont des mois de travail, ça veut dire quand on est réalisateur en même temps, on réalise moins de films que si on prenait des scénarios tout faits. Et puis, il se trouve aussi que vous avez fait tourner Belmondo dans L'aîné des fers chauds de Simenon, et ça aussi, c'était un événement, 8 millions de spectateurs. Belmondo, on ne l'imaginait pas tourner pour la télévision. Alors, c'est une idée de Jean-Paul Belmondo, qui avait le désir, et je trouve que c'était formidable, qui avait le désir de reprendre le rôle que Charles Vanel jouait dans le film que Jean-Pierre Melville avait fait plusieurs années auparavant, donc avec le couple Belmondo, Charles Vanel. Donc Belmondo jouait le jeune homme et Charles Vanel le vieil homme. Et évidemment, 20 ans ou 25 ans plus tard, les rôles sont changés. Et ça a intéressé Belmondo de jouer le rôle qu'avait joué Vanel, pour lequel il avait une très grande admiration d'ailleurs. Et ça a été une expérience magnifique, ça. Et c'est vrai qu'on a un peu oublié que Belmondo a fait de la télévision notamment avec ce film. On l'a totalement oublié, parce que c'est le problème de la télévision un petit peu, si vous voulez. Je le dis sans aucune rancœur, parce que j'ai été très gâté par la télévision, mais la télévision n'a pas de mémoire. D'abord, elle est très mal perçue par les amateurs de cinéma, je ne sais pas comment dire. Enfin bon, elle a un sous-statut. Et puis voilà, ça passe un soir, même avec des succès. C'est vrai, moi j'ai fait avec ce film-là beaucoup de spectateurs, avec d'autres énormément de spectateurs, mais on l'oublie. Il n'y a pas de mémoire. Puis, et quand Jean-Paul Belmondo a disparu, c'est vrai qu'on a très peu parlé de ce film qui était, ou à mon avis, il était tout à fait exceptionnel. Et il avait tourné aussi Les Trois Mousquetaires en 59 à la télévision avant d'être célèbre. Et ça, on l'a un peu oublié. Sûrement. Et il y a Lynn Renaud aussi, car vous avez écrit Suzy Berton. Lynn Renaud qui était passée de la revue à la télévision. Là aussi, c'est un grand souvenir et ça vous a même permis de travailler ensuite avec Lynn sur 2 livres. Tout à fait. Alors Lynn, si vous voulez, moi je l'ai découverte dans un film que j'avais tourné 10 ans plus tôt, en 95 je crois, dans lequel elle jouait un rôle secondaire, on peut dire, où elle démarrait comme comédienne, comme comédienne tout court, de théâtre et de télévision et de cinéma d'ailleurs. Et c'est la personne qui s'occupait du casting qui m'a dit « Ah, Bernard, j'hésite à vous la proposer, mais vous savez, celle qui serait merveilleuse pour le rôle, c'est Lynn Renaud. » Et j'ai dit « Ah, Lynn Renaud ! Mais Lynn Renaud, c'est tous mes souvenirs d'enfance. C'est ma petite folie. Mais ça me ferait tellement plaisir. » Et donc, j'ai fait ce film avec Lynn parce que, par curiosité et par plaisir, moi je suis un amateur comme vous l'êtes vous-même, fou de musical, et ça me faisait très plaisir de rencontrer Lynn Renaud. Et j'ai découvert une comédienne formidable. Et à la fin du film, je lui ai dit, mais vous savez Lynn, vous avez des qualités de comédienne que vous ignorez vous-même. Et un jour, nous ferons un film ensemble, et je vous donnerai un très beau rôle. Et j'ai pu le faire plusieurs années plus tard, en écrivant le scénario de Suzy Berton, avec André Dussolier,
qui jouait un flic. Elle a composé un personnage extraordinaire. Et où, je pense, elle a réalisé ma prophétie, c'est-à-dire qu'elle était une très, très grande comédienne. C'est toujours une très grande comédienne, d'ailleurs, qui continuera jusqu'au bout, c'est certain. Et comme vous, d'ailleurs, j'en suis certain aussi. Et justement, vos nouveaux débuts, c'est dans un roman qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, le 23 août 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Stora. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Stora. On a donc parlé de votre carrière à la télévision, au cinéma, de tous les films que vous avez réalisés ou ceux auxquels vous avez participé comme scénariste ou assistant. Et puis, vous avez 20 ans et 4 fois plutôt qu'une, et vous vous lancez dans une nouvelle aventure, puisque le 23 août 2023 est sorti votre premier roman, Le Bada. Alors, pourquoi aujourd'hui vous lancez dans cette aventure du roman, Bernard Stora ? Alors, le fait d'écrire... j'écris depuis longtemps des scénarios, j'en ai écrit vraiment beaucoup, mais c'est pas la même écriture. Moi, c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'être écrivain, ça paraît stupide, hein. Mais c'est vrai que même quand j'étais tout gosse, le fait qu'il y ait des gens dont l'activité soit d'écrire me paraissait quand même formidable, quoi. Alors je savais pas qu'on pouvait en faire un métier, et bien sûr je n'aurais pas eu à l'époque le ridicule de dire je veux être écrivain. Mais enfin, c'est toujours quelque chose qui m'a... Je me disais, qu'est-ce que ça doit être bien, on est dans son bureau, personne vous ennuie, on est entouré de livres, on est au calme et on écrit des belles histoires. Ça me paraissait très très bien. Et j'ai toujours pensé qu'un jour, effectivement, j'arrêterais le cinéma, ou je le mettrais entre parenthèses, et j'écrirais un livre. Alors voilà ce que j'ai fait finalement. Alors c'est un roman qui se déroule entre 1890 et 1940 et qui se déroule dans des familles juives. Pourquoi ce sujet et comment vous est venue l'idée ? L'idée m'est venue parce que mon père était juif, il est mort maintenant, et venait d'Algérie. Donc sa famille avait vécu très 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 longtemps, au moins 500 ans en Algérie, puisque les origines, c'est sans doute... ils sont partis d'Espagne ou du Portugal pour se réfugier en Algérie. Et en 1919, mon grand-père a quitté l'Algérie et est venu s'établir à Marseille. Il est venu s'établir à Marseille parce qu'il avait fait la guerre, il était allé à Verdun, il avait fait 4 ans de guerre, il avait découvert la fraternité des armes, et tout à coup il avait oublié qu'il était juif. C'est-à-dire, ou bien plutôt, il était juif, comme il y avait des Auvergnats, il y avait des Bretons, il y avait des gens du Midi, des Basques, etc. Et tous ces gens se charriaient, rigolaient, se critiquaient, mais en fait, tout le monde vivait la même aventure tragique d'ailleurs. Et quand il est rentré en Algérie, il n'a pas supporté l'antisémitisme qui était très violent, très virulent, qui donnait lieu à des vraies chasses. On appelait ça les youpinades en Algérie. Alors, c'était pas la vie quotidienne, mais c'est arrivé très souvent. Il faut pas oublier qu'Alger, il y a eu au début du XXe siècle des maires qui étaient élus sur des listes anti-juives. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, parce que finalement, on parle beaucoup de l'Algérie à travers la guerre d'Algérie, mais vous évoquez beaucoup plutôt une période où même il y avait beaucoup d'argent, on se recevait dans les familles. C'était assez étonnant. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie qu'on connaît aujourd'hui, Bernard Stora. Non, c'est tout à fait différent. Je connaissais d'ailleurs, quand j'étais gosse, très mal cette réalité de l'Algérie, parce que donc ça faisait très longtemps que la famille de mon père était installée en France, et un peu comme du côté maternel, d'ailleurs, c'était des Corses, purement Corses, venus aussi à Marseille au début du siècle, et c'était un peu des familles d'émigrants qui cherchaient à être pleinement français, pleinement et qui avaient oublié leur passé, que ça n'intéressait pas beaucoup. C'est plus tard que cette histoire m'est revenue et que j'ai eu envie de m'en inspirer pour écrire un roman qui est un roman de fiction. C'est pas une aventure familiale, mais ça emprunte beaucoup de choses à des souvenirs qui m'ont été rapportés. Notamment la guerre de 14, où on est parti sur le front en disant on va prendre l'air, et on a été traumatisé à vie ensuite, Bernard Stora. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, qui reste, tous les gens qui ont vécu cette aventure, même s'ils n'en ont pas parlé par la suite, plus jamais, ça a été leur affaire personnelle, mais c'est quelque chose qui a marqué très profondément leur vie. C'est une cicatrice.
Alors, il se trouve que votre histoire est centrée autour d'un jeune homme passionné de couture et de dessin qui s'appelle Jean Costa et qui va vivre une aventure, qui va se retrouver dans une boutique à Nice. Et le bada, c'est ce qu'on appelle le bakchich aussi. C'est aussi ce qu'on appelle le bakchich. Oui, c'est une expression qui m'est revenue parce que quand j'étais gosse, ma grand-mère maternelle, qui était une très bonne pâtissière, quand elle servait un gâteau le dimanche, il y avait toujours une petite part en plus. Alors elle le servait soit à mon grand-père qui était très gourmand, soit à moi qu'elle aimait beaucoup. Et elle disait, tiens, voilà le bada. Le bada, ça voulait dire le petit supplément, la petite chose en plus. Et par extension, ça signifie, oui, un dessous de table, un bakchich, quelque chose qu'on donne secrètement. Et il se trouve que le personnage principal donc est un garçon qui a passé une vie heureuse. Je crois qu'enfant, on l'appelait le nabab, et que finalement tente de réaliser son rêve en prenant une maison de couture, et puis il va revendre son maison de couture. C'est vraiment le cœur de l'histoire. C'est le cœur de l'histoire parce que en 1943, jusqu'à ce moment de 1943 où les Allemands rentrent à Nice en septembre, Jean Costa, le héros de mon livre, est toujours arrivé à ruser avec les lois de Vichy, les lois raciales, qui normalement auraient dû lui interdire de diriger une maison de couture, de diriger un commerce tout simplement. Dans son cas, une maison de couture. Et lui est arrivé avec des prête-noms, en rusant, il est arrivé à passer à travers des mailles du filet. Mais quand les Allemands arrivent, ils remplacent les Italiens qui avaient eu une politique relativement tolérante par rapport aux Juifs. Et les Allemands se livrent à une chasse aux Juifs absolument épouvantable sous la direction d'Aloïs Brunner, qui était le patron, le commandant du camp de Drancy. Oui, il se trouve aussi qu'à l'époque, on a peu parlé de cette époque, on parle de Paris occupé, mais quand effectivement la zone non occupée est devenue occupée, il s'est passé des tas de choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Vous avez retrouvé des archives. Beaucoup d'archives, et je me suis appuyé sur des travaux assez remarquables d'un historien spécialisé dans l'histoire de la guerre dans les Alpes-Maritimes, qui s'appelle Jean-Louis Panicassi. Je dois dire que j'ai pris j'ai parlé avec lui et j'ai pris beaucoup de renseignements dans ses livres qui sont très fouillés, très intéressants sur l'histoire assez paradoxale d'ailleurs de l'occupation dans cette région-là. Mais c'était tellement fort contre les Juifs qu'il y avait des voitures qui circulaient pour faire la chasse aux Juifs. Oui, les Allemands ont recruté des Russes blancs qui habitaient assez nombreux à Nice et qui étaient censés être très profondément antisémites et qui se vantaient de pouvoir sentir le juif, à tous les sens du terme. Voilà, donc ils se baladaient, ils repéraient sur les trottoirs, on arrêtait la voiture, on descendait, on prenait et on l'emmenait à l'hôtel Excelsior où étaient rassemblés les juifs et qui était la première étape vers Drancy et plus tard vers les camps de concentration. Il y avait aussi des physionomistes qu'on engageait. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Et puis il se trouve que à l'époque, à Nice, votre personnage ou ses parents ne mesurent pas ce que représentent les Allemands et la chasse anti-juive. Bernard Stora. Il ne mesure pas, alors pour des raisons différentes. D'abord parce que le père qui a fait la guerre, donc qui a fait Verdun, pour lui, Pétain est son chef. Ce chef de Verdun, un personnage qu'il admire énormément. Et il ne peut pas imaginer une seconde qu'un ancien combattant de Verdun puisse être considéré comme non français. Et ce qui était le cas puisque, comme vous le savez, le décret Crémieux qui donnait la nationalité française aux Juifs d'Algérie a été abrogé. Et donc, les Juifs d'Algérie se sont retrouvés indigènes d'Algérie, et sans droit particulier. Alors, il se trouve que ce créateur, Jean Costa, fait à l'époque des modèles. C'est-à-dire qu'il part d'un modèle envoyé par une cliente et il fait le dessin. C'est ça, il fait le dessin. On appellerait ça un styliste aujourd'hui. Donc, il a des idées. C'est un homme plein fantaisiste. Il fait confiance en son destin. Il pense qu'il a la baraka. Et surtout, en vérité, il ne se sent pas juif. Il comprend pas très bien pourquoi on lui imposerait une identité qu'il ne ressent pas profondément et à laquelle il ne s'associe pas. Et donc l'itinéraire du livre est de montrer comment il est rattrapé peu à peu par ce qu'il est, qu'il ne peut pas nier, et comment les choses se terminent tragiquement. Exactement, mais entre-temps, il va à Paris et vous faites intervenir un créateur de l'époque qui est Jean Patou, Bernard Stora. Oui.
Oui, Jean Patou, vous savez, c'était un très grand créateur. Quand on regarde, il y a un bouquin magnifique qui lui a été consacré et qui montre ses modèles, c'est superbe. C'est une invention formidable parce que c'est à la fois très raffiné et très simple. Mais en même temps, on a beaucoup parlé de Coco Chanel, alors que Jean Patou, on l'a totalement oublié. Peut-être pas totalement. D'ailleurs, la maison existe toujours, mais lui, il a eu une carrière très courte. Il est mort très jeune, avant-guerre, en 36 ou 37, je crois. Et donc sa carrière a été très courte et il n'a pas continué comme beaucoup comme Chanel, etc., leur carrière pendant et après la guerre. Oui, en fait, il a créé notamment Joy, le parfum le plus cher du monde, et sa conseillère était Elsa Maxwell, qui était une commère d'Hollywood, et c'est sur cette Elsa Maxwell que finalement Lazareff a ensuite créé les potins de la commère de Caravane Tessier en s'en inspirant. Ah oui, c'est oui, tout à fait. Alors, c'est aussi une époque, justement, de mode qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire que ce garçon, Jean Costin, se retrouve groom à Paris à suivre une mode qui était luxueuse à l'époque. La mode était tout à fait luxueuse. Vous savez que Jean Patou avait plus de 1000 employés. C'était effarant. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. C'est effarant. Il y avait la maison de couture comportait 3 immeubles en plein centre de Paris, près de la Concorde. Donc c'était une usine, mais une usine de luxe à faire des modèles uniques. Donc c'est tout à fait étonnant. Et vous évoquez aussi dans ce livre le retour des prisonniers des camps de concentration. Et il y a quelqu'un de la chanson française qui est très lié à ce mauvais souvenir. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose... Juliette Gréco, car il se trouve que sa mère et sa sœur sont parties en camp de concentration, qu'elles sont revenues. À l'hôtel Lutetia, sa mère a vu Juliette et elle ne lui a même pas demandé de ses nouvelles. Et elles se sont fâchées à mort ce jour-là. Oui, vous rappelez une histoire qui est tout à fait bouleversante et qui est typique de cette époque. Il y a eu toutes sortes de situations, dont les plus étonnantes et les plus tragiques. Alors, le Bada, pour en revenir à ce roman, tout effectivement est basé sur ce bakchich que le personnage attend de son acheteur. Et à travers lui, à travers ce bakchich, vous racontez le siècle, vous racontez la première partie du XXe siècle. Oui, c'est-à-dire que le livre suit une double temporalité, si vous voulez. L'histoire se déroule sur une seule journée, la journée du 18 octobre 1943, et qui est la journée où Jean se réveille le matin en se disant aujourd'hui je vais toucher ce Bada, parce que la personne qui le lui a promis, en réalité, l'emmène un peu en bateau depuis plusieurs jours et multiplie les prétextes. Voilà, les prétextes qui l'empêchent finalement d'exécuter sa promesse. Donc il dit aujourd'hui il faut absolument, et parce qu'il a conscience du danger et qu'il sait qu'il doit fuir la ville. Et donc ça se déroule pendant cette journée. Le matin il se dit je vais le rencontrer, je vais avoir l'argent, je vais partir le soir, mais le soir je dois révéler la fin. Non, surtout pas. Bon. Non. Alors je ne la révèle pas. Mais enfin, les choses ne tournent pas exactement comme il l'avait prévu. Voilà. Et il y a plein de rebondissements dans ce livre qui est effectivement plein de retours en arrière. Ça pourrait parfaitement devenir une mini-série de télévision. Ça pourrait, mais pas fait par moi. Pourquoi ? Mais parce que je n'ai pas le recul suffisant. Je crois qu'il faut. Moi, je me suis passionné pour cette histoire. Je l'ai racontée du mieux que j'ai pu. Et je crois que si un jour, ça me ferait très plaisir, il en sortait un film ou une série, il faudrait un regard un peu qui mette les choses à distance pour faire le tri dans tout ça, parce qu'il se passe énormément de choses dans ce livre. Vous savez, c'est une saga. Moi, j'aime beaucoup les romans dans lesquels les destins se croisent, voilà. Et là, il faut quand même, pour faire un scénario, il faut faire le tri. Parce qu'un scénario et un roman, c'est très différent. C'est très différent. C'est très, très différent. C'est le point de départ d'une nouvelle carrière pour vous, Bernard Stora ? Nouvelle carrière, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une activité que je vais poursuivre. Oui, vraiment, je suis en train de travailler à un autre livre. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui me permet... Vous savez, l'écriture d'un livre est moins contrainte que l'écriture d'un scénario. Dans un scénario, il faut essayer d'être rapide, on a toujours peur d'être trop long.
on peut prendre des chemins de traverse dans l'écriture d'un roman. Eh bien, celles et ceux qui liront le Badache et de Noël en comprendront les raisons, et surtout ne révélons pas la fin et ne révélons pas les rebondissements. Merci de l'avoir écrit, Bernard Stora, et continue dans ce sens de cette nouvelle carrière. Merci de m'avoir reçu. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.